Bonjour, bonjour et bienvenue à tous sur l'Oncologie Press Room mise en place par LGCOM depuis 5 ans à l'occasion du congrès de l'ASCO qui se déroule cette année du 31 mai au 4 juin. Vous êtes à peu près une quarantaine de journalistes à vous être inscrits sur cette Press Room et nous sommes ravis que vous nous suiviez chaque année. Ce rendez-vous est toujours un succès parce qu'il nous permet de suivre ensemble et en temps réel les dernières recherches et innovations présentées à Chicago. Donc, on est très content de pouvoir le faire encore cette année avec Unicancer, qui est notre partenaire institutionnel, fidèle partenaire institutionnel. Et je remercie tout particulièrement le professeur Jean-Yves Blais, son président, et le professeur Muriel Dahan, directrice de la recherche et du développement, pour leur contribution active, parce qu'ils nous aident vraiment beaucoup. Et je les remercie infiniment. Je remercie aussi nos partenaires industriels, les laboratoires AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, GSK et MSD, qui nous ont accompagnés pour créer cette press room et qui vous présenteront également au cours de conférences de presse leurs actualités à l'ASCO. Voilà pour une brève présentation. Je voulais juste, avant de commencer, vous rappeler quelques règles techniques pour que la conférence se déroule au mieux. Donc, vous pouvez poser vos questions pendant toute la durée de cette session sur le chat à droite de votre écran et nous les poserons en votre nom aux experts à la fin de la session et ils vous répondront chacun en fonction de leur expertise et de la qualité de vos questions. Ensuite de ça, si vous rencontrez des problèmes techniques, je vous conseille de rafraîchir votre page ou de contacter Mariam de Cuyper à l'agence LGCOM que vous connaissez tous et qui vous a envoyé des mails. Et enfin, vous pourrez revoir cette conférence en replay dans la médiathèque et consulter les communiqués de presse dans les onglets de tous les partenaires. Voilà, donc cette session est une session Unicancer qui sera animée par le professeur Jean-Yves Blais, le professeur Muriel Dahan, le docteur Maurice Perrol et le professeur Gisèle Chvestov. Excusez-moi, professeur, d'avoir écorché votre nom, je suis désolée, voilà. Et je vais laisser d'abord la parole à Nathalie Blanc, qui est directrice de la communication d'Unicancer. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-Yves Blais et Sophie Beaupère ont souhaité cette année que cette press room soit également ouverte aux associations de patients qui nous accompagnent et que nous accompagnons également. Plusieurs d'entre elles sont présentes et je les remercie. Nous remercions aussi les intervenants qui viennent d'être cités, Muriel Dahan, Gisèle Jvedzov, Maurice Perrol, ainsi que tous les journalistes connectés. Et je passe la parole au professeur Blais. Merci beaucoup Nathalie, merci Laurence, bienvenue à toutes et à tous. On est ravis de vous avoir pour cette conférence de presse introductive de l'ASCO qui n'a pas encore démarré, qui va démarrer aujourd'hui. Alors quelques mots d'introduction sur cette ASCO 2024, 60e anniversaire, à nouveau un programme très riche. Bien évidemment, au cours de cette conférence de presse, celle qui se tiendra en clôture de l'ASCO, nous n'allons pas avoir la possibilité de couvrir tous les programmes, mais avec Muriel Dahan, avec Maurice Perrol, avec Gisèle Jvedzov, nous avons fait une sélection des études qui nous paraissaient intéressantes de partager avec vous dans les domaines divers, hein, des études bien entendu produites par les centres Unicancer, mais pas exclusivement, les études sur l'oncologie thoracique, les études de soins de support. Et pour ma part, j'ai voulu regarder un petit peu les tendances transversales, un peu lourdes que l'on avait dans ce congrès, qui, ça ne va pas surprendre, suivent ce que l'on a pu voir au cours des 2 sessions précédentes de l'année 2023, ASCO puis ESMO, une tendance lourde sur plusieurs types de stratégies qui sont en train d'évoluer. Tout d'abord, et c'est un des abstracts qui est présenté en session plénière, un des abstracts de soumission tardive, comme ils appellent, les LBA, l'utilisation de l'immunothérapie en situation néoadjuvante. Ça, c'est une tendance qui est croissante et lourde, je pense, en oncologie d'une manière générale, qui se propose d'administrer les anticorps classiques utilisés pour le traitement des patients porteurs de métastases ou en situation adjuvante, encore plus tôt pour un certain nombre de tumeurs. Dans le cas présent qui nous occupe,
sur le mélanome malin, en essayant de voir si l'administration précoce, avant le geste chirurgical, est supérieure, inférieure ou équivalente à une administration adjuvante en post-opératoire. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, les études convergent au cours des 2 années précédentes pour indiquer que la stimulation précoce du système immunitaire, la réactivation du système immunitaire, avant qu'on enlève les cellules tumorales par un geste chirurgical, pourrait avoir un avantage en permettant de mieux éduquer peut-être le système immunitaire pour sa capacité à reconnaître les cellules tumorales. Et ainsi, donner une immunothérapie avant d'enlever la tumeur, ça permet aux cellules du système immunitaire de détruire plus efficacement les cellules tumorales et d'avoir un bénéfice, on l'espère. Et c'est ce qu'on va voir en session plénière, on l'espère, améliorer la survie globale. Plusieurs études le suggèrent. Il y avait d'ailleurs des études au-delà du mélanome dans des cancers tels que les cancers digestifs MSI, instable sur le plan génétique et porteur d'une charge mutationnelle importante. Et puis, il y en a d'autres. En tout cas, c'est une étude très importante. Le fait qu'elle soit présentée en session plénière ne laisse guère de doute que l'option néoadjuvante pourrait être supérieure, mais on n'a pas les données. Elles sont sous embargo. On ne les connaît pas. Et même si on les connaissait, on n'aurait pas le droit de les présenter. Donc, nous attendrons le 3 pour savoir. Autre tendance lourde, et là je vais davantage m'adresser aux sessions dédiées au développement thérapeutique, que ce soit en développement des thérapeutiques ciblées ou en développement en immunothérapie. Autre tendance lourde, c'est l'arrivée des antibody drug conjugates sur un nombre croissant de cibles. On voit de nouvelles cibles exprimées à la surface des cellules tumorales qui sont reconnues par ces anticorps, dont je vous rappelle qu'ils sont chargés par des agents cytotoxiques, parfois par des agents radioactifs, destinés à acheminer la molécule cytotoxique directement à la cellule tumorale. Et ces antibody drug conjugates, certains ont été très largement popularisés, notamment pour le traitement des cancers du sein, mais pas que. Ces antibody drug conjugates représentent vraiment une nouvelle classe de médicaments permettant de lutter contre le cancer sur une très large fraction de cancers. Ils sont indépendants, vous l'avez compris, des anomalies moléculaires de la cellule tumorale. Il suffit juste que la cellule tumorale exprime l'antigène pour que l'anticorps vienne se fixer dessus et induire un effet cytotoxique. Donc ça offre des possibilités de traitement guidé par ce qu'on appelle le phénotype de la cellule tumorale, c'est-à-dire les antigènes qu'elle exprime, sur un large spectre. Et ce qu'on voit cette année, c'est de nouvelles cibles reconnues par les cellules tumorales pour lesquelles de tels antibody drug conjugates semblent avoir une activité importante. Et d'ailleurs, c'est non seulement de nouvelles cibles, mais également, en ne citant que l'exemple des cancers du sein, peut-être de nouvelles indications encore avec des médicaments de cette classe qui sont développés notamment pour des tumeurs exprimant très faiblement l'antigène en question. Il y a un late breaking abstract, un abstract de communication tardive, qui laisse penser que le standard thérapeutique pour les cancers du sein hormonorésistants pourrait bien se modifier à la faveur de cette ASCO 2024, où un abstract qui compare une hormonothérapie à un antibody drug conjugate, en l'occurrence le trastuzumab deruxtecan, pourrait bien être positif. On le soupçonne une fois de plus en voyant que c'est un LBA qui est présenté dans une session spécifique. Autre point saillant en immunothérapie, c'est le domaine des cellules T modifiées, que ce soit des cellules T modifiées pour reconnaître des antigènes tumoraux dans un contexte HLA restreint, c'est-à-dire spécifiquement pour le patient, ou bien les fameuses CAR-T-cells. Et plusieurs publications ici dans les sessions de développement de nouvelles immunothérapies sont très encourageantes. Tout d'abord, une deuxième publication, je dis deuxième parce qu'il y a quelques semaines, une première publication est sortie dans le Lancet démontrant l'activité de cellules lymphocytes T modifiées pour traiter des tumeurs solides, cette fois-ci, pas uniquement les lymphomes, les leucémies ou les myélomes, avec des cellules reconnaissant un antigène qui s'appelle NY-ESO1 dans une famille de maladies dont je m'occupe un peu, qui sont des sarcomes. C'est la deuxième étude montrant l'utilité de cette approche thérapeutique dans une tumeur solide. Et puis de nouvelles cellules modifiées, sophistiquées, reconnaissant plusieurs antigènes,
on progresse dans cette direction. Évidemment, c'est des enjeux importants à la fois sur le plan financier et sur le plan de la démonstration de la supériorité, mais voilà. Donc un ASCO très riche en termes de nouveaux médicaments, en fait, qui confirme la vague générale que l'on observe depuis plusieurs années et qui continue à se dérouler. Je vais laisser maintenant la parole à Muriel Dahan et bien entendu, heureux de répondre aux questions plus tard lorsque nous serons la dernière partie de cette conférence de presse. Muriel. Bonjour, bonjour à tous. Merci Jean-Yves, merci de cette invitation et de cette session qui s'annonce passionnante et pour ce congrès qui est le 60e, hein, c'est la 60e édition de l'ASCO cette année, avec une programmation extrêmement riche comme vient de l'esquisser, mais avec un esprit très scientifiquement approfondi, Jean-Yves Blais. Là, on va essayer de survoler un petit peu ce qui va s'annoncer dans ce programme. Donc, il y a une présence française qui est assez marquée cette année avec plus de 300 présentations françaises sur près de 6000 communications. Donc, c'est quand même tout à fait intéressant et important. Et parmi ces Français, Unicancer est extrêmement bien représenté. Donc, il y a Unicancer, comme vous le savez, R&D avec nos groupes de recherche et parmi eux, donc le groupe UCGI qui va faire une très, très belle présentation de l'étude Prodige 24, accord 24 avec là aussi une tendance lourde qui est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les différentes fonctionnalités qui permettent d'améliorer la réalisation des essais, de les accélérer, de les rendre plus performants. Donc cet essai Prodige 24 qui va parler des signatures transcriptomiques dans le cancer du pancréas pour mieux personnaliser une chimiothérapie adjuvante. Donc ça, c'est très prometteur. On espère que on aura une très belle présentation et une reconnaissance de ces signatures qui sont issues d'un essai clinique, donc Pancreas View, qui a validé ces signatures et donc ça devrait représenter une avancée tout à fait importante dans un cancer qui, vous le savez, est en développement. Parmi les posters donc de Unicancer R&D, on a 2 posters du groupe SIN UCBG avec l'étude PAC-01 et l'utilisation d'un score de récurrence qui sera présenté par le professeur Frédéric Penolorca, donc la vice-présidente d'Unicancer, qui donc identifie un indice 723 dans le cancer du sein avec envahissement ganglionnaire et qui permet une validation de cet indice pour mesurer l'activité transcriptionnelle liée aux récepteurs hormonaux en prenant en compte un indice de pronostic de base donc qui est dérivé de la taille de la tumeur, des ganglions impliqués, du sous-type RNA4, donc un sous-type moléculaire à 4 gènes. Et donc, on a cette avancée qui va permettre de mieux cibler et de mieux utiliser les chimiothérapies pour éviter les errances thérapeutiques et donc les effets indésirables qui ne devraient pas être connus par les patients. Donc ça, c'est un poster et c'est très prometteur. On a également un autre poster qui va être présenté sous l'égide donc du CBG, c'est l'étude UNIRAD qui évalue la pertinence, c'est intéressant, du moment de prise de l'éverolimus en association avec une thérapie endocrinienne adjuvante pour les cancers du sein précoces. Et donc, c'est une sous-étude de cette étude UCBG UNIRAD qui sera donc présentée dans ce poster auquel
ont participé notre président du CBG, Thomas Bachelot, mon responsable de programme, Jérôme Lemonnier, Fabrice André, donc qui n'est plus à présenter, Mario Campone, Frédéric Penolorca. Enfin, c'est une très belle étude qui devrait être marquante. Et puis après, on a des présentations orales de nombreux centres de lutte contre le cancer, à commencer par le centre Léon Bérard, qui est donc dirigé par Jean-Yves Blais. Donc, il y a des études très importantes sur les cancers de la tête et du cou, les cancers ORL, avec Jérôme Fayette qui va présenter une étude de pétosemtabab avec pembrolizumab en première ligne du carcinome épidermoïde récurrent ou métastatique de la tête et du cou, et puis également l'étude NADINA sur le mélanome macroscopique. Je signale aussi Gustave Roussy qui, avec Caroline Even, qui est donc la présidente du groupe Unicancer R&D sur les cancers de la tête et du cou, qui présentera une très belle étude avec un vaccin thérapeutique et une immunothérapie, l'étude OPSEM-ISA, qui est un essai randomisé double aveugle de phase 2 avec un vaccin associé au Semiplimab, qui est un anti-PD1 pour lutter contre les cancers oropharyngés HPV 16 positifs. D'ailleurs, ce facteur HPV fait aussi l'objet de plusieurs communications, dont celle d'une grande étude américaine qui valide l'intérêt de la vaccination HPV. Je crois que c'est très important de le redire. À l'égard des filles et des garçons. Aux États-Unis, on vaccine de 9 à 26 ans, un peu moins en France, mais on vaccine depuis longtemps, et cette large étude montre une diminution, alors selon les populations, mais de plus de 50% du risque de cancer lié au HPV, donc les cancers tête et cou, gynéco, donc anus, pénis, vulve, vagin, qui sont quand même qui sont tout à fait diminués par cette vaccination. Enfin, je voudrais signaler qu'il y a aussi des études de sciences humaines et sociales. Je vais m'arrêter là pour laisser parler bien sûr les autres orateurs, mais une étude de résilience qui est portée par une équipe à laquelle ont participé Inès Vaz-Luiz et Mario Di Palma, avec donc le rôle et la place des syndromes dépressifs dans le suivi des cancers du sein après leur traitement, et qui montre qu'il y a à prendre en compte ce risque de dépression dès la phase de traitement des cancers du sein. Il y a une autre étude qui est réalisée à partir de notre cohorte Canto, et qui, là encore, pousse à dépister précocement les symptômes dépressifs dans les cancers du sein. Voilà, je vais m'arrêter là. Il y a bien sûr énormément d'études sous l'égide de Gustave Roussy, Curie, également l'Institut de cancérologie de Lorraine, donc un congrès qui s'annonce extrêmement riche, avec énormément d'avancées, et on l'espère d'espoir de traiter mieux tous les cancers qui sont aujourd'hui malheureusement encore des vraies questions, et on espère, avec toutes ces études et cette mobilisation internationale, on arrivera à gagner du terrain vis-à-vis du cancer. Je vous passe la parole, donc docteur Maurice Perrol. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais donc parler du cancer du poumon et des études qui vont être présentées à l'ASCO dans les cancers pulmonaires. Tout d'abord, le cancer pulmonaire est un peu à l'honneur, puisqu'il y aura 2 communications lors de la séance plénière, et je vais débuter par les cancers à petites cellules. Les cancers à petites cellules représentent à peu près 15% des cancers du poumon. Ce sont des cancers très agressifs, très dépendants du tabac, et
pour lesquels c'est un petit peu le parent pauvre des avancées thérapeutiques dans le domaine des cancers pulmonaires. L'étude qui va être présentée en séance plénière s'appelle l'étude Adriatique. C'est une étude qui s'intéresse aux formes localisées au thorax et des cancers à petites cellules. Comme ces cancers sont très agressifs, il est rare qu'on les trouve sans métastase, mais à peu près 25% des patients ont des formes relativement avancées sur le plan thoracique, mais sans métastase décelable au moment du bilan. Et ces patients sont traités depuis 25 ans de la même manière par une association de chimiothérapie et de radiothérapie, avec une survie à 5 ans qui est de l'ordre à peu près de 30%. Donc, ce sont des traitements à visée curative chez ces patients. Pas de progrès donc depuis 25 ans. L'étude Adriatique a randomisé ces patients après la chimio-radiothérapie entre 2 ans d'un traitement de consolidation par durvalumab, qui est une immunothérapie anti-PD-L1 assez classique, et un placebo, qui représente donc l'attitude thérapeutique habituelle. Et cette étude a montré, c'est un communiqué de presse et les résultats vont être présentés donc dimanche, un bénéfice non seulement de survie sans récidive, mais également un bénéfice de survie. Et on va donc pour la première fois depuis 25 ans pouvoir améliorer la survie de ces patients et on va probablement augmenter la proportion des patients guéris. Si on passe maintenant au cancer non à petites cellules, qui représente la grande majorité des cancers que l'on voit, à peu près 85%, ces patients sont classés en 2 grandes catégories, selon qu'il y a une addiction oncogénique ou pas d'addiction oncogénique. L'addiction oncogénique, ce sont des patients pour lesquels le cancer se développe à partir d'une simple mutation qui va entraîner une modification d'une protéine qui est souvent impliquée dans le processus de division cellulaire. Cette protéine va s'autonomiser et entraîner une division cellulaire incontrôlée, et ce qui va donc conduire au développement du cancer du poumon. Ce sont souvent des cancers du non-fumeur, donc qui sont fréquemment traités par des thérapeutiques ciblées qui vont bloquer spécifiquement cette protéine responsable de la croissance de la tumeur et ainsi obtenir des régressions tumorales extrêmement spectaculaires. Parmi ces addictions oncogéniques, la plus fréquente est la mutation d'une protéine qui s'appelle EGFR, et on a développé depuis 2004 des traitements pour ces mutations de différentes générations. Le dernier développé est l'osimertinib, qui est un inhibiteur de 3e génération qu'on utilise en première ligne de traitement dans les formes métastatiques de ces cancers avec mutation de l'EGFR et également dans les formes opérées après l'opération, et ça a montré qu'on diminuait le risque de rechute et qu'on améliorait la survie. Parmi les cancers du poumon non à petites cellules, certaines formes sont appelées localement avancées, c'est-à-dire qu'elles sont trop importantes pour être opérées, mais il n'y a pas encore de métastase. Et ces patients sont traditionnellement traités par également une association de chimiothérapie et de radiothérapie, et on traite tous les patients de la même manière, qu'il y ait une addiction oncogénique ou non. Et donc, la deuxième étude qui va être présentée en séance plénière, qui est l'étude LAURA, est une étude qui va tester l'adjonction de ce traitement ciblé chez ces patients ayant une mutation de GFR après une chimioradiothérapie. Là encore, les résultats communiqués par voie de presse montrent qu'il y a une diminution de la survie sans progression qui apparaît importante, et ces résultats sont donc attendus de façon assez impatiente pour voir si, dans cette forme-là, l'apport d'un traitement ciblé permettra de changer l'histoire naturelle de la maladie et d'améliorer le devenir des patients. Parmi ces formes avec addiction oncogénique, il n'y a pas que les mutations de l'EGFR, il y a également d'autres addictions, d'autres mutations, parmi lesquelles on a un réarrangement d'un gène qui s'appelle ALK et qui peut également conduire à la formation d'un cancer qui touche des patients non fumeurs, souvent jeunes. Les traitements ont évolué, on a développé plusieurs générations d'inhibiteurs spécifiques de cette protéine ALK qui est responsable de la croissance tumorale. Parmi ces inhibiteurs, le dernier en date, la 3e génération, est le lorlatinib, qui a été comparé à l'inhibiteur de première génération, le crizotinib, dans un essai de phase 3 qui est l'essai CROWN. Et l'effet du lorlatinib est extrêmement important en termes de durée d'action, si bien qu'on n'avait pas de médiane de survie sans progression atteinte après 3 ans de recul. Et cette année vont être présentés les résultats avec 5 ans de recul pour avoir une idée plus précise de la durée du bénéfice du lorlatinib et savoir si ce médicament va s'imposer en termes de première ligne de traitement.
Le souci est que ce médicament peut donner des effets secondaires neurologiques, ce qui conduisait un petit peu à une attitude un peu mitigée vis-à-vis de son emploi en première ligne. Et le fait que l'on connaisse sa durée d'action définitive va nous permettre probablement de mieux définir l'attitude thérapeutique en première ligne de ces patients. Enfin, dans les addictions oncogéniques, également faire attention à l'essai Crystal 12 qui teste dans les autres formes d'addiction, qui sont les mutations de KRAS, qui eux touchent plus les fumeurs, qui teste un inhibiteur qui s'appelle l'adagrasib, qui va être comparé au standard de traitement de seconde ligne, qui est le docétaxel, et qui va peut-être permettre de démontrer une supériorité, de pouvoir disposer de ce médicament en routine. Pour l'instant, il n'est accessible qu'en cadre d'un accès compassionnel, en routine chez ces patients qui ont une mutation de KRAS et qui sont quand même très nombreux. Restons dans le domaine des cancers non à petites cellules métastatiques, mais cette fois-ci sans addiction oncogénique. Ces patients sont traités classiquement par une immunothérapie première à laquelle on ajoute ou non une chimiothérapie en fonction du degré d'expression de la protéine PDL1 par la tumeur. Lorsqu'elle est élevée, on peut se contenter d'une immunothérapie seule. Lorsqu'elle est inférieure à 50%, on fait une chimio-immunothérapie. Malgré cela, les patients, la majorité des patients va quand même voir sa maladie évoluer. Et le problème du traitement de deuxième ligne est un traitement important. On en reste à un vieux standard qui est le docétaxel, développé en 2000, donc il y a 25 ans, qui reste pour l'instant une molécule incontournable. Parmi les avancées qui ont été décrites par Jean-Yves Blay, il y a les anticorps conjugués, qui sont donc des anticorps qui vont se fixer sur une cible à la surface de la cellule, rentrer dans la cellule et libérer leur charge qui est un cytotoxique. Et parmi ces anticorps, les anticorps anti-TROP2 ont soulevé beaucoup d'espoir. Ils ont été développés notamment dans les cancers du sein, triple négatif. Et TROP2 est une protéine qui est également très exprimée par les cancers du poumon et on avait mis beaucoup d'espoir dans ces anticorps anti-TROP2. Alors, le premier qui a été développé, qui est le dapotamab deruxtecan, a été un petit peu décevant dans l'étude Tropion-Lung01 par rapport au docétaxel, ne montrant pas de bénéfice de survie, malgré un bénéfice de survie sans progression, mais pas d'une amplitude considérable. L'étude Icarus, qui va être présentée par David Planchard de l'IGR, revisite un petit peu l'utilisation de cet anticorps chez ces patients en rechute après chimio-immunothérapie, avec des études de biomarqueurs. Il sera intéressant donc d'être attentif à ces résultats. Un deuxième résultat pour un autre anticorps anti-TROP2, qui est le sacituzumab govitecan, qui est utilisé dans les cancers du sein, qui a été comparé au docétaxel dans l'étude EVOC-01 et qui malheureusement n'a pas montré de bénéfice de survie significatif. Et c'est un petit peu donc un espoir qui était très important et qui est un petit peu déçu donc avec ces anticorps anti-TROP2 pour lesquels on n'a pas de biomarqueurs prédictifs d'efficacité. Et lorsqu'on les utilise de manière non sélectionnée, on n'a pas l'amplitude du bénéfice que l'on espérait. Enfin, dernière étude à signaler qui est dans les mésothéliomes de la plèvre, donc les tumeurs de la plèvre, très souvent liées à l'amiante. L'étude BIT-MESO, qui est une étude qui va tester l'adjonction du bevacizumab, qui est un anticorps anti-angiogénique, anti-VEGF, que l'on utilisait déjà dans les mésothéliomes associés à la chimiothérapie, mais qui va là tester l'adjonction de cet anticorps à une chimio-immunothérapie, c'est-à-dire une association de chimiothérapie et d'un anticorps anti-PDL1, sachant que l'immunothérapie progresse également dans le mésothéliome, et on verra si l'adjonction d'un anti-VEGF, avec cette synergie potentielle que l'on a avec l'immunothérapie, permettra ou non d'améliorer le devenir de ces patients qui restent toujours très très préoccupants au quotidien. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole à Gisèle Schwedzoff pour les soins de support. Bonjour, merci Maurice, merci à tous. Alors, il y a cette année, en séance plénière, un essai randomisé portant sur l'adjonction des soins palliatifs à la prise en charge standard des traitements oncologiques, toutes pathologies tumorales confondues. Ça, c'est des choses qu'on sait depuis longtemps. C'est un standard américain et c'est un standard européen. Depuis 2010 pour la première publication américaine, depuis 2017 pour les recommandations de l'ASCO, disant qu'il faut, dès le début des maladies non curables d'emblée, introduire des soins palliatifs.
en même temps que la prise en charge oncologique. Seulement, comment faire ça, comment le décliner, comment avoir les moyens humains de le faire pour tous les patients, ça fait l'objet de beaucoup d'études chaque année. Et donc, en séance plénière cette année, il y aura une étude présentée par Joseph Greer. C'est la même équipe de Boston que Jennifer Temel, c'est-à-dire celle qui avait fait la première étude de soins palliatifs précoces dans le cancer bronchique. Et cette étude a pour but de montrer que l'adjonction de la télésurveillance à la prise en charge en soins palliatifs précoces améliore encore la qualité de vie, le contrôle des symptômes des patients atteints de cancer. Donc, à nouveau une étude sur les soins palliatifs et à nouveau une étude sur la télésurveillance, qui sont quand même deux thématiques récurrentes de ces dernières années. Il faudra être attentif à ce qu'il y a dans le bras, enfin dans les deux bras, dans le bras télésurveillance et dans le bras soins palliatifs standard. En effet, on a vu un certain nombre d'études récentes montrer un bénéfice de la télésurveillance, mais à condition qu'il y ait un accompagnement humain étroit derrière, c'est-à-dire des gens pour surveiller de près les alertes de télésurveillance et pour agir en fonction de ce qui est détecté. Mais enfin, en tout cas, c'est un essai randomisé en séance plénière. Donc, c'est sans doute le plus important pour le domaine des soins palliatifs. Une seconde étude sera présentée en communication orale par David Huy. C'est aussi un des grands noms des soins palliatifs précoces. Là, c'est l'équipe de Houston. Et c'est exactement la même idée, c'est-à-dire est-ce que le fait d'être assisté par la technologie, et donc notamment par la recherche automatisée d'évolution des symptômes, améliore la prise en charge des patients suivis en soins palliatifs, et pour l'étude de Huy, au moment où ils intègrent un essai de phase 1. Il y a déjà eu plusieurs études pour souligner l'intérêt d'une prise en charge conjointe oncologie et soins palliatifs au moment de l'inclusion dans un essai de phase 1. Et là, à nouveau, on vient voir si rajouter un support technologique et de la télésurveillance améliore ces prises en charge. Donc, on sent que c'est une tendance lourde. Elle pose des questions, et il y aura d'ailleurs une étude de l'IGR qui vient souligner un problème majeur le revers de la médaille de ces avancées, c'est que fait-on pour les patients qui ont des fragilités sociales notamment, et une qualité mauvaise ou médiocre de e-littératie, c'est-à-dire de capacité à utiliser les outils numériques. Eh bien, cette étude de l'IGR montre que ces patients-là décrochent encore plus, évidemment, quand le suivi est numérisé. Et donc, une des évolutions, peut-être, pourrait être une généralisation massive des outils numériques pour tous et une concentration des moyens humains vers ceux qui sont le plus en difficulté pour utiliser ces outils. Par ailleurs, comme chaque année, de nombreuses études, on en a déjà parlé un petit peu sur la gestion optimale des effets secondaires des traitements. C'est aussi un des grands champs d'action des soins de support, que ce soit pendant les traitements ou que ce soit lors des séquelles tardives. Beaucoup de communication orale sur le repérage des séquelles tardives dans les cancers ORL, par exemple, dans le cancer du sein, chez les adolescents et jeunes adultes. Un focus très large sur de nombreux symptômes. On a parlé de la dépression. Une belle étude française auquel les centres ont beaucoup participé, qui s'appelait Sleep for All, qui est une étude pour essayer d'améliorer la prise en charge de l'insomnie, qui est un symptôme extrêmement fréquent et invalidant, avec des retentissements sur la fatigue, etc. C'est à nouveau, ça s'appuie à nouveau sur les outils technologiques, puisque c'est une étude qui évaluait l'intérêt à la fois d'outils en ligne avec des exercices que les patients peuvent faire et d'un suivi téléphonique personnalisé par des psychologues.
Et cette étude montre un impact très important sur la qualité du sommeil. Mais on a aussi plein d'autres champs qui sont étudiés, plusieurs études autour de la santé sexuelle, avec, j'ai trouvé de manière assez fine et voilà, évalué à différents âges, chez les jeunes, chez les moins jeunes, chez les patientes ménopausées, et montrant bien à la fois l'importance, le retentissement fort sur la santé sexuelle de la maladie et des traitements, mais de la maladie elle-même, y compris en phase avancée, et la difficulté des patientes à évoquer ces questions, ou même à souhaiter que les oncologues les évoquent, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc beaucoup de travail à faire, je pense, pour apprendre à maîtriser ces champs-là. Pas mal de choses sur l'impact cognitif des traitements. Il est connu pour la chimiothérapie, et il y a à nouveau plusieurs études qui montrent qu'on peut améliorer l'impact cognitif de la chimiothérapie par des exercices, et là aussi à nouveau par un accompagnement en ligne. Et on commence à voir arriver des études sur l'impact cognitif de l'immunothérapie. Et enfin, peut-être pour terminer, dans l'après-cancer, un des symptômes extrêmement fréquents, notamment dans le cancer du sein pendant l'hormonothérapie, ce sont les arthralgies. Il y a des recommandations de prise en charge des arthralgies avec un impact qui n'est pas parfait, hein, mais quand même, les recommandations, c'est l'activité physique adaptée, l'acupuncture ou l'auriculothérapie, et éventuellement sur le plan médicamenteux, la duloxétine. À partir de la cohorte Canto, sera montrée à nouveau cette année la fréquence de ces arthralgies, puisque c'est 80% la première année, et ça dure, on tourne autour de 60-70% les années d'après. On sait que c'est un facteur d'abandon des traitements par les patientes, que cet abandon de traitement se traduit par une augmentation des rechutes et un impact sur la survie, qu'il y a des guidelines et que ces guidelines ne sont pas appliqués actuellement. Donc un plaidoyer pour une attention à ces symptômes chez les patientes. Comme chaque année, un certain nombre d'études sur les moyens d'action sur ces symptômes. Malheureusement, il n'y a rien de nouveau sur les médicaments. On retrouve des études avec des vieux médicaments, donc c'est plutôt un peu décourageant sur la fatigue, sur la douleur, sur les neuropathies périphériques, etc. Pas de nouveaux médicaments très importants. Et une étude randomisée sur celui qui est le plus à la mode auprès des patients, c'est-à-dire le cannabis médical, par une équipe une équipe australienne qui avait déjà fait une étude l'année dernière montrant l'absence de bénéfices du CBD sur les symptômes au cours du cancer. Cette fois-ci, ils refont une étude randomisée avec du cannabis médical entier, c'est-à-dire CBD plus THC. Pas d'impact non plus sur la qualité de vie globale et le score global de symptômes. Discret bénéfice sur la douleur, au prix d'une toxicité nettement plus élevée que le placebo. Donc, toujours pas de révolution avec le cannabis médical. Voilà, je vous remercie et je redonne la parole, je pense, au professeur Blais. Merci. Merci beaucoup à tous les intervenants. Donc, vous voyez, ce rapide tour d'horizon qui n'a pas vocation à être exhaustif, mais montre vraiment la richesse de l'ASCO 2024. Des questions, et je vais peut-être laisser Laurence faire la modération des questions pour que tout à fait. En fait, oui, tout à fait, Jean-Yves, vous m'entendez. J'ai beaucoup de questions sur les soins de support. En fait, madame, vous avez présenté pas mal d'études, et il y a beaucoup de journalistes qui aimeraient avoir les noms des études dont vous avez parlé, notamment sur les bénéfices de la télésurveillance. Est-ce que par hasard, vous avez le nom de cette étude et le nom de la personne qui la présente? Alors, pour ce qui est de la télésurveillance en soins palliatifs, enfin en même temps que les soins palliatifs, c'est Joseph Greer, GR2ER, c'est l'abstract LBA 3.
Donc, c'est lui qui présente et c'est l'équipe de Temel à Boston. Donc, c'est l'équipe qui publie le plus sur les soins palliatifs précoces. Celle sur la télésurveillance associée aux soins palliatifs en même temps que les essais de phase 1, c'est David Hui, HUI. C'est aussi une équipe très connue, c'est l'équipe d'Eduardo Bruera à Houston. Voilà, communication 12017, comme ça vous pouvez la retrouver. Ces études n'ont pas de nom, hein, en fait. D'accord. C'est la difficulté, donc c'est pour ça que Gisèle Eh indique oui. les numéros. Ok. Oui, c'est pas, elles n'ont pas un joli nom comme, comme certaines. Comme les études sur les nouvelles thérapies qui ont généralement des noms, en fait. C'est pour ça que… Et l'étude sur le sommeil et sa prise en charge en distanciel, elle s'appelle Sleep for All, le for étant le 4. Sleep comme sommeil, for all. Est-ce que j'ai le premier auteur, c'est Diane Boiron. D'accord. Et on me demande aussi l'étude sur la santé sexuelle. Qu'est-ce qui fait cette étude et qui la présente? Alors, je ne sais pas si je vais l'avoir sous les yeux parce qu'il y en a plusieurs. J'ai vu passer aussi, d'ailleurs, c'est des choses que je n'avais pas vues, mais peut-être est-ce que je n'avais pas été très attentive à ça, des études, enfin une étude, il faudrait que je vous la retrouve, qui s'adresse spécifiquement aux personnes non genrées et transgenres. J'avais encore pas vu cette question à l'ASCO. J'ai trouvé que les questions finalement de société générale arrivent à l'ASCO aussi. Je cherche, si je vous la retrouve dans ce que j'avais sorti ici, mais je vais les retrouver et je pourrais les transmettre. Je regarde, mais je n'ai pas forcément sous les yeux ici l'auteur principal, peut-être là. Peut-être là, parce que j'en avais retenu un certain nombre pour… non, je ne l'ai pas sous les yeux. Je suis désolée, mais je peux… Écoutez, on en reparlera. J'ai beaucoup de demandes sur les noms des études. Je suis désolée, ce sont quelques précisions, mais c'est vrai que pour écrire un papier, c'est quand même plus facile, ou en tout cas pour aller rechercher l'étude. L'étude dans le cancer du poumon avec la mutation ALK, docteur Perrol, est-ce que par hasard vous l'auriez? Oui, c'est l'étude Crown, C-R-O-W-N, comme la couronne. Merci. J'en profite pour indiquer que la plénière est le 2 à 13h, donc 20h heure française. Et c'est là où on va retrouver les études qui ont été mentionnées sur les cancers bronchiques et sur la télésurveillance. D'accord, le 2 à 13h, c'est ça? Le 2 à 13h, l'étude mélanome néoadjuvante s'appelant Nadina, et elle est présente également dans cette session. Nadina, le prénom. Nadina, c'est ça? Nadina, oui. Ok. Dernière question sur les études, l'étude sur le cannabis. Est-ce qu'on a un nom ou un auteur? Oui, c'est Hardy, H-A-R-D-Y. Je peux peut-être même vous trouver le numéro du… c'est pareil, elle n'a pas de nom spécifique et c'est le numéro d'abstract, le 12073. Merci. Est-ce que vous pourriez, je ne sais pas qui a parlé, je crois que c'est vous, Jean-Yves, ou alors peut-être vous, Muriel, je ne me souviens plus, des informations sur l'étude qui mettait en œuvre des carticelles sur cancer solide? Oui, c'est une étude qui n'a pas de nom non plus, mais qui est présentée dans la session Developmental Immunotherapeutics. C'est dans les sarcomes de type synovialosarcome qui expriment en fait l'antigène. Et l'étude sur Lancet, puisque je vois le commentaire dans le chat, l'étude sur Lancet est présentée par la même auteure numéro 1, qui est Sandra D'Angelo D''Angelo, qui travaille à New York au Sloan Kettering et qui a fait un gros travail. L'étude du Lancet datant d'une quinzaine de jours, en fait, sur les mêmes tumeurs, sarcome à nouveau, et avec un antigène différent et avec sensiblement les mêmes résultats. Très bien, merci beaucoup.
Puisqu'il nous reste un peu de temps, est-ce que vous voulez qu'on dise quelques mots de résumé, Jean-Yves et Muriel, peut-être sur les cancers du sein? On en a un petit peu parlé, mais vous avez évoqué quelques études. Est-ce qu'il y a des grandes tendances, sinon, qui se dégagent? Alors, Muriel, je peux peut-être te laisser… Vas-y. Oui. On va vraiment être intéressé par écouter l'étude Destiny 6 présentée par Giuseppe Curigliano en session. On n'a pas encore les données, mais on imagine que si elle est en présentation orale, c'est qu'elle sont assez révolutionnaire, qui s'adresse au cancer du sein, exprimant les récepteurs hormonaux, exprimant très faiblement l'antigène, l'antigène HER2 et utilisant le transfusion fréquent. Si c'est positif, ça viendra à introduire vraiment très précocement pour ces patientes cet anticorps drogue conjugué, comme on l'évoquait, qui a largement trouvé sa place dans les cancers HER2 du sein, déjà HER2 fortement exprimé. Donc, ça serait vraiment une extension des indications à des tumeurs qui ne sont pas traditionnellement cibles de ce type d'anticorps. Ce serait effectivement assez spectaculaire. Ce qui est spectaculaire, en fait, pour le résumer simplement, c'est que, au fond, dès que la cellule tumorale exprime même un tout petit peu l'antigène, ces anticorps pourraient avoir une activité antitumorale permettant d'améliorer la survie sans progression et éventuellement la survie globale. Donc, on attend avec impatience cette étude qui va sans doute être une des études importantes rapportées cette année à l'ASCO, même si elle n'est pas en plénière. Elle est présentée quand, cette étude? Je vais trouver, je vais vous dire. Je vais chercher. Et l'étude sur cette étude sur les lymphocytes T modifiés, est-ce que vous pouvez nous redonner les traitements de référence? Alors, les traitements de référence, en l'occurrence, ce sont ouvrez les guillemets, bonne vieille chimiothérapie, fermez les guillemets, assez peu efficace et avec une médiane de survie globale qui se situe entre 9 et 12 mois. Ce qui est rapporté dans l'étude d'Angelo, cette fois-ci à l'ASCO et puis dans Lancet, c'est un taux de réponse assez élevé, surtout lorsque les réponses sont observées, les patients et les patientes vivent vraiment très longtemps sans rechuter. C'est-à-dire qu'on a même l'impression que même s'ils ne sont pas, elles ne sont pas ou ils ne sont pas en rémission complète, ils sont en survie très prolongée, des années même, puisqu'on commence à avoir un recul assez important pour ces études qui ont commencé il y a longtemps, qui incluent lentement, mais qui ont commencé à recruter il y a longtemps, et avec l'impression d'un plateau, ce qui est assez révolutionnaire, hein, un plateau qui se situe aux alentours de 50% dans les deux études. Bon, bien entendu, à regarder avec un plus long recul, mais on parle authentiquement de maladies réputées incurables ou exceptionnellement curables qui le deviendraient en tumeur solide avec des cellules T modifiées. Et avec des coûts très importants pour ces… Alors, les coûts, j'imagine mal qu'ils soient très différents de ceux des CAR-T-cells, hélas, parce que les technologies sont quasiment les mêmes. Hein. Il s'agit de prendre les cellules, de les modifier, de les transfecter et de les réinjecter. Le process est exactement le même. Les effets secondaires sont d'ailleurs à peu près les mêmes, même s'ils sont un peu moins prononcés que lorsqu'on traite des tumeurs hématologiques, leucémie, lymphome ou myélome, en termes de syndrome de relargage de cytokines. Il y en a un peu moins, ils sont un peu moins graves d'expérience, mais le coût malheureusement va être le même, sachant que ce sont des médicaments, puis ce sont des médicaments qui ne sont pas encore commercialisés, donc le coût on ne l'a pas en théorie. D'accord. Est-ce qu'il y a des études importantes qui mettent en œuvre des anticorps bispécifiques qui étaient également une tendance ces dernières années? Alors, je te laisse, Muriel, peut-être. Non, moi, je n'ai pas repéré de bispécifique cette année, mais bien sûr, il y a tellement d'études qu'on n'a pas forcément, mais on peut avoir pendant les sessions, on peut garder en tête cette question pour y répondre peut-être le 4 juin, voir ce qui aura été donné comme information. Mais c'est sûr que c'est une tendance très lourde et qui est un peu en concurrence avec les CAR-T-cells et les thérapies géniques et cellulaires. On regarde, on surveille un petit peu l'évolution de chacun parce que est-ce qu'il faut s'équiper côté CAR-T? Est-ce qu'il faut plus donner la priorité aux bispécifiques? Et donc, on est à un moment un peu charnière où
où il faut prendre des décisions et ça n'est pas, il faut être vraiment très, très attentif à ce qui se passe sur les différents champs scientifiques en ce moment. C'est assez complexe. Ce qui rend le sujet encore plus complexe, c'est qu'on a des anticorps bispécifiques qui vont faire le pont entre des cellules immunes et les cellules tumorales. C'est le propre des anticorps bispécifiques. Ce sont ceux qui sont peut-être en compétition avec les CAR T-cells, avec le avantage d'une préparation plus simplifiée, puisque ce sont des produits qu'on prend de l'étagère, hein, off the shelf, comme on le dit. Mais on a également des anticorps bispécifiques qui vont reconnaître 2 antigènes différents sur les cellules tumorales et quelques exemples de ces anticorps bispécifiques qui sont rapportés dans les sessions de développement de nouveaux médicaments en thérapeutique ciblée, dont notamment l'étude qui a été mentionnée par Muriel sur les cancers ORL en combinaison avec l'immunothérapie qui est le pembrolizumab, présentation par Jérôme Fayette pour le groupe ORL. Et c'est effectivement là encore, ce sont encore de nouvelles classes thérapeutiques en quelque sorte, puisqu'ils vont reconnaître 2 antigènes et non pas un seul, et ils sont utilisés en complément de l'immunothérapie. Donc on a vraiment des gammes très différentes qui sont en train d'arriver, des bispécifiques qui reconnaissent les cellules tumorales et qui font le pont avec le système immunitaire, puis des bispécifiques qui vont aller reconnaître 2 antigènes sur une même cellule tumorale. Ça rejoint d'ailleurs un autre sujet que j'ai évoqué brièvement, mais sur lequel on peut prendre un petit peu de temps, qui est celui des CAR T-cells connaissant 2 antigènes dans le contexte du myélome multiple. Là encore, un sujet présenté à l'oral dans la session de développement des immunothérapies nouvelles, celle où est présenté le papier d'Angelo que j'évoquais. Et ces CAR T-cells modifiés qui vont reconnaître BCMA et CD19 sont donc bifonctionnels en quelque sorte. Et donc ça, c'est aussi, c'était pas la première fois que c'était rapporté, mais c'est quelque chose qui est en train de probablement modifier un peu le paysage et qui laisse penser que on est vraiment au début du développement de nouvelles classes d'outils, qu'on commence à peine à effleurer les possibilités, je pense. Merci. Une dernière question, parce qu'après, il ne nous reste plus de temps, juste une demande pour la référence d'études sur la dépression dont vous avez parlé. Alors, c'est une étude donc, qui s'appelle Patterns of Depressive Symptoms Among Survivors of Early Stage Breast Cancer, qui sera présentée par Antonio Di Meglio. Est-ce que c'est en symposium, mais je n'ai pas la date. En tout cas, c'est l'abstract 12009 et c'est une étude qui est supportée par l'Agence nationale de la recherche et par l'Institut national du cancer français, donc qui est réalisée sur l'étude Canto. Et puis, il y a aussi une autre étude de résilience. Voilà, mais celle-là, je n'ai pas forcément… Et je termine, pardon, parce qu'après, on va être coupé. C'est une section d'abstract oral, c'est l'abstract 1506 sur la deuxième étude. Et dernière question, une question sur est-ce que l'introduction de la thérapie ciblée, notamment sur les mutations GFR dans les formes localement avancées, pourrait permettre d'envisager demain une chirurgie pour ces tumeurs? Probablement pas, parce que l'introduction de la thérapie ciblée se fait après de la chimioradiothérapie. Et une fois qu'on a traité ces tumeurs par de la radiothérapie, ça devient très difficile de les opérer. Et la plupart du temps, ce sont des formes qui sont franchement non résécables au départ. Elles ne sont même pas marginalement résécables. Donc, c'est difficile d'envisager que la chirurgie puisse intervenir dans cette séquence thérapeutique. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci pour vos présentations. De toute façon, on se retrouve, je dis ça pour vous les journalistes, on se retrouve avec nos experts Unicancer mardi 4 juin à 16h. À 16h, pardon. Et donc, vous pourrez à nouveau reposer toutes vos questions et ça nous permettra de faire un bilan de l'ASCO. Et nous, on se donne rendez-vous lundi 3 juin
demain à 14h et à 15h pour les 2 points presse suivants, celui de Bristol Myers Squibb sur le cancer du poumon et celui de GSK à 15h sur le myélome multiple. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir éclairés sur ce nouvel ASCO 2024. Et à très bientôt donc, pour le prochain point presse mardi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.